Au nord de l'Europe, mais pas tout à fait, se trouvent les Pays-Bas. Une nation particulièrement paisible, la preuve, leur roi a toujours sa tête sur ses épaules. La prospérité règne dans une nation sereine qui ne craint rien, si ce n'est une montée des eaux qui pourrait la transformer en la plus grande piscine du monde. Malheureusement, même au pays de la tulipe, et de l'autre plante là aussi, tout ne se passe pas comme dans un rêve. Il arrive au contraire que le cauchemar survienne. À 2 heures de route environ de la capitale, Amsterdam, tout proche des gigantesques digues retenant l'eau de la mer du Nord, se trouve le petit village de Zwarvesteinde. Ce samedi 1er mai 1999, Aafy Klosterman, une adolescente de 17 ans, se prélasse dans son lit profitant de cette fin de semaine de printemps. Malheureusement, sa matinée est gâchée par sa sœur qui la réveille et qui n'est pas prête de quitter les lieux sans qu'elle ne réponde au téléphone. À l'autre bout de la ligne, c'est Bauke Fastra, le père de Marianne, âgé de 16 ans et ami de Afi, qui souhaite savoir si sa fille a passé la nuit chez elle, comme cela arrive fréquemment. Il pose cette question parce qu'il n'a pas de nouvelles de Marianne depuis la veille au soir. Sa question, destinée à Afi, est teintée d'inquiétude parce que, malgré l'habitude de dormir l'une chez l'autre, Marianne prévient toujours lorsque cela se produit. L'entente avec ses parents est très bonne, elle n'aurait aucune raison de ne pas les informer. L'angoisse gagne l'amie de Marianne, parce qu'elle sait également que ce n'est pas une attitude normale pour elle. Bauke comprend que la situation est alarmante et raccroche. Le père de l'adolescente ne perd pas une seule seconde. Il garde son téléphone en main pour contacter la police aussitôt. Il leur décrit les événements et notamment le fait que sa fille mineure a disparu la veille sans laisser la moindre trace. La police entend l'appel à l'aide de cet homme et envoie à son domicile des agents. Tout ceci est d'autant plus inquiétant que cela se déroule au milieu de la campagne néerlandaise, un coin particulièrement calme dans un pays déjà peu tumultueux. De son côté, Afi, aussitôt après le coup de téléphone, se prépare pour partir à la recherche de sa meilleure amie. Elle ne compte pas rester inactive sur ce coup, elle est accompagnée par sa sœur ainsi que son petit ami sollicité pour prêter main forte. Après avoir circulé dans le village de Zwarvesteinde sans succès, il se dirige désormais vers la commune voisine de Finkloster, à environ 5 km de là. Tout le monde reste concentré pour ne pas manquer un éventuel indice. Il se peut aussi que Marianne a eu un accident et elle n'est peut-être pas loin. Les paysages défilent sous les yeux attentifs d'Afi et de son petit ami qui observe les alentours tandis que sa sœur conduit. L'adolescente signale avoir remarqué quelque chose plus éloigné dans les pâturages le long de la route. Le groupe est à une 50aine de mètres et n'arrive pas à distinguer clairement de quoi il s'agit. Le jeune homme qui les accompagne pense qu'il serait plus prudent qu'il aille voir seul ce qui se trouve au milieu de cet endroit désert. Il avance difficilement sur ce terrain accidenté et boueux avant d'atteindre son objectif. Une fois devant, il se fige. Les filles contemplent la scène au loin. À l'évidence, le garçon est perturbé par ce qu'il se trouve devant lui. Et soudain, il se met à genoux en criant de toutes ses forces. Il vient de découvrir Marianne dans ce champ. Les filles arrivent en courant. Afi crie à son petit ami de vérifier son pouls afin de s'assurer qu'elle est toujours vivante. Mais il lui répond qu'il ne peut pas. Comment ça ne peut-il pas? Eh bien, la gorge de l'adolescente a été tranchée. Sa peau est froide. À l'évidence, elle est décédée depuis plusieurs heures déjà. Tout le monde retourne à la voiture. Le petit copain d'Afi prend l'initiative d'appeler les urgences néerlandaises. Les deux sœurs sont en état de choc et incapables de faire preuve de lucidité. Dans ce laps de temps, entre le coup de téléphone de Bauke à la police et la découverte de la dépouille de Marianne, les agents de police envoyés au domicile des Fastra se présentent sur le pas de la porte. À cet instant, ils sont informés que Marianne a été retrouvée. Malheureusement, celle-ci n'est plus en vie. La nouvelle est déchirante, mais il faut se rendre sur place. Les policiers conduisent Bauke ainsi que le frère de Marianne à Finkloster où ils rejoignent le petit groupe ayant fait la terrible découverte. L'adolescente n'a pas fugué, elle n'a pas été victime d'un accident, mais bien tuée volontairement par une ou plusieurs personnes. Cet événement tragique conduit à l'ouverture d'une enquête pour meurtre. Le meurtre qui vient d'être commis n'est pas un simple crime, il est particulièrement sordide. Quand les enquêteurs arrivent sur le lieu du crime,
Ils découvrent Marianne allongée face contre terre, recouverte de son sang et totalement nue, si ce n'est son soutien-gorge qui semble être enroulé autour de son cou. Lorsque les équipes de la police scientifique débarquent sur les lieux, elles font les mêmes constats que ses homologues des forces de l'ordre. Puis, les policiers scientifiques bougent le corps de l'adolescente et découvrent la large entaille qui se trouve au niveau de sa gorge. Alors que l'enquête n'en est qu'à ses balbutiements, l'un des policiers en charge de la résolution de ce meurtre reçoit un coup de téléphone l'envoyant sur un autre cas criminel, ce qu'il ne comprend pas dans la mesure où il y a véritablement de quoi s'inquiéter avec cette découverte-là. Sa hiérarchie lui répond que le coupable est évident, c'est le petit ami de Marianne, Spencer Slettering. Seulement, ce supérieur hiérarchique apparaît totalement déconnecté. Personne n'envisage une seconde que le petit ami de Marianne aurait pu commettre une telle atrocité. La brutalité du meurtre ne correspond pas au standard d'un petit ami adolescent qui passerait à l'acte. Et puis, il n'y a pas de mobile apparent pour qu'il agisse ainsi. Ce crime ne sera pas résolu aussi facilement, et pourtant il faut agir. Un prédateur pourrait sévir dans les parages. Le meurtre a été commis au cours d'une journée de célébration aux Pays-Bas, une journée nationale dédiée à l'anniversaire de la reine. Le lundi suivant, le 3 mai 1999, plus personne ne parle de cette journée, puisque les médias rapportent la terrible affaire concernant Marianne. Entre-temps, les policiers ont été informés de la nature sexuelle de l'agression. Marianne a été violée avant d'être tuée. Ils s'en doutaient, mais l'autopsie du corps a confirmé leurs craintes. Pour comprendre les événements, la vingtaine de personnes travaillant sur l'affaire s'attellent à reconstituer l'emploi du temps de l'adolescente sur les dernières heures de sa journée du vendredi 30 avril. Durant la première partie de la journée, rien à signaler, puisque Marianne a travaillé quelques heures dans un magasin du coin. Plus tard, en début de soirée, son frère l'a déposée à un bar pour qu'elle retrouve ses amis. Notez qu'aux Pays-Bas, en 1999, la consommation d'alcool est ouverte aux personnes âgées de 16 ans ou plus, et tout ce petit groupe a célébré durant plusieurs heures également. Il est vrai que les amis de Marianne n'y sont pas allés de main morte sur la boisson étant fortement alcoolisés. Cependant, ce n'est pas le cas de l'adolescente qui est restée totalement sobre. Une partie du groupe décide que la fête fut suffisamment longue et rentre. Marianne, qui n'est pas présente depuis longtemps, elle souhaite continuer la nuit avec ses amis et part avec eux rejoindre son petit copain Spencer qui est avec un autre groupe. Une fois ensemble, ils décident de prendre leur vélo pour se rendre dans le village de Buitenpost. En chemin, le groupe décide de dérober un vélo pour Marianne, qui en a assez d'être à l'arrière de celui de Spencer, son petit ami. C'est ce vélo d'ailleurs qui est retrouvé à proximité de son cadavre le samedi 1er mai. Voici un premier flou dans la reconstitution des événements, parce que la raison qui a poussé Marianne à quitter le groupe pour se retrouver seule n'est pas claire. Spencer aurait été chargé d'appeler un taxi pour sa petite amie, mais manifestement il ne l'a pas fait. Et Marianne aurait pris l'initiative de rentrer seule en parcourant la dizaine de kilomètres qui la séparent de chez elle. Les enquêteurs ont beau questionner les personnes présentes ce soir-là, les souvenirs sont confus, vagues et approximatifs, l'alcool ayant certainement affecté la mémoire des membres de ce petit groupe. Toute l'attention se porte alors sur la zone où le corps a été découvert dans l'espoir d'y relever des indices pouvant faire avancer l'investigation. Des effectifs de police sont déployés dans les alentours, y compris des équipes cynophiles et même un hélicoptère. Dans le champ où le corps de Marianne reposait, la terre est marquée par des traces de roues de vélo, et à l'évidence, il y avait au moins 2 vélos allant dans la même direction, les marques partant du bord de la route jusqu'à l'endroit où gisait la dépouille. En revanche, sur le trajet inverse, c'est-à-dire pour sortir du champ, il semble qu'un seul vélo ait effectué ce chemin, laissant ainsi penser que le meurtrier de Marianne l'aurait accompagné jusqu'à cet endroit avant de repartir. Cela indique aussi qu'il n'y aurait donc qu'un seul individu impliqué. Mais comment une personne serait parvenue à convaincre l'adolescente de se rendre dans ce champ ? Connaissait-elle son agresseur ou était-elle menacée ? Le mardi 4 mai, le meurtre de Marianne est sur toutes les bouches aux Pays-Bas. Les médias se sont emparés de l'affaire et elle a même donné lieu à une émission spéciale dans laquelle les gens pouvaient téléphoner afin d'apporter des pistes potentielles. Il faut dire que ce ne serait pas de refus pour des policiers faisant presque face à l'impasse. Ils ont un suspect, Spencer, le petit ami de Marianne,
mais ils doutent vraiment de sa culpabilité dans le meurtre de cette dernière. D'ailleurs, le jeune homme leur coupe l'herbe sous le pied en se proposant pour un test ADN. S'il le fait, c'est pour deux raisons. La première, ne plus être le suspect numéro 1 de la police, afin que les regards méfiants des gens qui l'entourent se détournent de sa personne. Et la seconde, pour que les enquêteurs ne perdent pas de temps sur une piste qui ne débouchera sur rien. Son empreinte génétique est donc recueillie. Entre-temps, le commissariat a reçu beaucoup de coups de téléphone de personnes indiquant que le tueur se trouvait certainement parmi les demandeurs d'asile logés dans un centre non loin de l'endroit où le drame s'est produit. Il est impossible pour les enquêteurs de connaître précisément le fondement de cette rumeur, mais force est de constater que la population est agitée lorsque l'on évoque cette hypothèse. Y a-t-il une raison à cela, ou est-ce simplement une accusation sans réel motif, par refus de croire à l'implication d'une personne du coin? Les policiers ne savent pas. Néanmoins, il pourrait être rapidement fixé dans la mesure où des traces ADN ont été découvertes sur le corps de Marianne suite à son agression sexuelle. Dès lors, les forces de l'ordre n'ont plus qu'à comparer cette empreinte génétique avec celle de leur potentiel suspect pour faire le lien ou non avec le meurtre de l'adolescente. Désormais, il faut des noms pour lancer cette campagne de comparaison ADN. Et c'est là que les choses se compliquent pour les enquêteurs qui vont devoir mettre les bouchées doubles pour cibler des personnes d'intérêt. Dans ce cadre, ils se penchent sur le profil que pourrait avoir le coupable. 5 jours après le meurtre de Marianne, c'est toute la communauté qui lui rend un dernier hommage. Près de 1500 personnes se rendent à ses obsèques, lourdement chargées en émotions, tant une fille si innocente ne méritait pas de connaître un tel sort. La population est triste, bien sûr, mais inquiète également, parce que celui qui a commis ce crime immonde ne semble pas prêt d'être neutralisé, et il se pourrait qu'il recommence. D'autant plus que l'enquête piétine. Cela fait 2 semaines que les forces de l'ordre courent désespérément derrière un suspect potentiel sans succès. Les gens s'impatientent, mais la police a beau chercher, aucun nom ne remonte. Les forces de l'ordre suivent la moindre piste qui leur est soumise, mais les médias, la population et même la famille de Marianne continuent de clamer que ce crime n'a pas été commis par une personne de la région. Il n'y a jamais eu de problème de la sorte jusqu'à présent, alors pourquoi quelqu'un aurait franchi le cap aujourd'hui ? Il est même rapporté dans certains médias que l'égorgement de Marianne est une pratique plus orientale qu'occidentale, sous-entendant que le crime aurait été commis par l'un des 400 réfugiés du centre de demandeurs d'asile. La presse rajoute de l'huile sur le feu en lâchant une déclaration sulfureuse. Le meurtrier de Marianne doit vivre ici, en parlant bien entendu du centre. La défiance des habitants vis-à-vis des réfugiés ne fait qu'augmenter, entraînant de nouvelles rumeurs. Notamment une surprenante, selon laquelle Marianne sortirait secrètement avec l'un des réfugiés. Une nouvelle sur laquelle doivent travailler les policiers, parce que si elle était vraie, elle mettrait sur la table un élément exploitable pour les forces de l'ordre. Les enquêteurs questionnent donc les proches de l'adolescente afin, dans un premier temps, de savoir si tout cela est vrai, et, dans un second temps, obtenir un nom éventuellement. Des dizaines d'amis ou connaissances de Marianne sont interrogés, mais ils sont unanimes. Marianne était amoureuse de Spencer, son petit ami, et personne ne l'a jamais vue en compagnie d'un réfugié. Personne non plus n'a eu de confidence de l'adolescente à ce propos, et cette piste s'éteint. La déception n'a pas le temps de s'installer, puisqu'une seconde piste surgit. Le soir du meurtre, un jeune réfugié de 15 ans nommé Faek aurait été vu au bar où s'est rendue Marianne. Des témoins affirment l'avoir aperçue en train d'essayer de danser avec elle, mais cette dernière aurait refusé, n'appréciant pas la démarche. C'est alors que le garçon aurait mimé le geste d'un égorgement avec sa main en guise de menace directe à l'encontre de Marianne. Les enquêteurs ne perdent pas une seconde. Ils retrouvent le garçon qu'ils interrogent dans la foulée, et celui-ci admet avoir fait ce geste tout en niant son implication dans le meurtre. Pour en avoir le cœur net, les policiers lui demandent s'il accepte de transmettre un échantillon de son ADN, une requête à laquelle ne s'oppose pas le garçon. L'investigation ne s'arrête pas pour autant parce que, même si le jeune réfugié pourrait être un potentiel suspect, les enquêteurs doutent de son implication dans le meurtre, puisqu'ils pensent que Marianne est allée de son plein gré dans ce champ avec son agresseur. Or, Faek avait été repoussé par l'adolescente quelques instants auparavant,
et Marianne n'aurait eu aucune raison de le suivre à cet endroit. La famille de la victime s'impatiente d'ailleurs. Elle accuse les enquêteurs de ne pas prendre au sérieux la piste du centre de demandeurs d'asile. Les relations se dégradent à vue d'œil. L'animosité des habitants à l'égard des réfugiés ne fait qu'augmenter au cours des jours qui suivent, à tel point que des forces de sécurité doivent être déployées autour du centre afin d'éviter des heurts. Mais la colère continue de grimper. Des cocktails Molotov sont jetés sur le centre pour essayer de déclencher un incendie et le réduire en cendres. Un progrès est peut-être en vue, avec les résultats des tests ADN concernant Spencer, le petit ami de Marianne, mais aussi Faek, ce réfugié que l'adolescente avait repoussé lors de la soirée au bar et qui l'avait menacé. Les résultats sont sans appel. Aucun de ces deux garçons n'est impliqué dans ce meurtre, leur empreinte génétique ne correspondant pas. Malgré les espoirs placés dans les résultats de ces tests ADN, et surtout celui du jeune Faek, dont le comportement à l'égard de Marianne fut véritablement suspect, l'affaire n'est pas au point mort, loin de là, puisque la police procède à une arrestation. Piet Smith, un homme de 32 ans, est placé en garde à vue. Il est désormais le suspect numéro 1 dans le meurtre de l'adolescente. Il est originaire du même village que celle-ci, Zwarvesteinde, où tout le monde s'apprécie, mais pourtant, sa réputation à lui n'est pas reluisante. Il est un alcoolique chronique, errant régulièrement dans les rues du village, et ce, alentour, à des heures étranges, ce qui, nécessairement, le place en mauvaise posture face aux policiers. D'autant plus que ceux-ci viennent de recevoir un témoignage accablant. Piet Smith aurait été aperçu la nuit du meurtre, rôdant au milieu du village. Surtout, ce même témoin affirme que les vêtements de l'homme qu'il a vu ce soir-là étaient recouverts de sang. Voici enfin quelque chose de concret. Évidemment, l'ADN de Piet Smith est recueilli. Si tout ce que dit ce témoin est vrai, la police vient certainement de mettre la main sur le tueur de Marianne. Il s'agirait donc d'un crime d'opportunité. Un rôdeur habitué du coin aurait saisi sa chance alors que l'adolescente se serait isolée de son groupe. C'est ce que pense la police. C'est ce que les médias annoncent, en n'y allant pas de main morte avec le suspect, dévoilant un nombre phénoménal d'informations privées. Mais il y a un problème. Tout ceci ne repose que sur le témoignage d'une personne. Les enquêteurs tentent d'en savoir plus et, malheureusement, celui qui a dénoncé Piet Smith reconnaît avoir tout inventé. Autrement dit, l'investigation a perdu des jours précieux sur la base d'un faux témoignage. C'est définitivement confirmé lorsque les résultats des tests des échantillons ADN reviennent négatifs. Retour à la case départ, dans une affaire qui devient de plus en plus complexe. L'absence quasi totale de témoignages ou de pistes médico-légales range cette affaire dans la catégorie des plus difficiles à résoudre. Les enquêteurs se tournent alors à nouveau vers le centre de réfugiés pour vérifier le registre, enregistrant les mouvements des résidents, puisque leurs entrées et sorties y sont répertoriées, ainsi, normalement, que l'endroit où ils se rendent et les raisons pour lesquelles ils y vont. C'est alors qu'ils remarquent une anomalie pour deux hommes. Le premier, nommé Ali, âgé de 26 ans, et le second, Mohamed, 19 ans. Aucun des deux n'a renseigné leur destination comme la procédure le prévoit normalement. Cela peut paraître anodin à première vue, mais en réalité, connaître la localisation de ces deux hommes devient fondamental pour l'enquête. Tous deux ayant été aperçus dans le bar où se trouvait Marianne le soir de son meurtre. Plus important encore, tous deux ont également été vus quittant l'établissement quelques minutes à peine après le départ de l'adolescente. C'est ainsi que le centre accueillant les réfugiés revient sur le devant de la scène. Malheureusement, les deux individus suspects sont introuvables. Et il y a de fortes chances, dans le cas où ils seraient les auteurs de ce crime, qu'ils aient fui le pays. Des recherches internationales sont donc lancées. Mais pour les habitants de la région, le verdict est déjà tombé. Ce sont les réfugiés qui sont les criminels. Des manifestations hostiles à leur présence sont organisées. Le maire du village où se trouve le centre est obligé d'intervenir pour essayer de raisonner ces personnes. Rien n'a été prouvé, et se baser sur le néant pour condamner un être humain montre le manque de lucidité de tous ses habitants. Un discours qui est très mal perçu, et l'élu sera malmené durant plusieurs jours pour avoir tenu ses propos. Mais rapidement, il va être possible de savoir s'il avait raison ou non.
Le 9 octobre 1999, l'un des deux hommes est interpellé. Il s'agit d'Ali, qui a été retrouvé à Istanbul en Turquie. Évidemment, il nie le meurtre de Marianne, mais peu importe, ce qui prouvera sa culpabilité ou non sera la comparaison ADN après que celui-ci soit prélevé sur lui. Une nouvelle fois, ce test est négatif. Les réfugiés ne sont pas impliqués dans le meurtre de Marianne, qui semble se diriger vers une non-résolution. Le 20 décembre 1999, cela fait 8 mois que l'enquête a démarré et qu'elle n'a pas progressé. Les policiers aux abois essayent donc une ultime stratégie en récoltant l'ADN de 150 personnes, principalement des gens se trouvant dans des cercles de connaissances de l'adolescente, des délinquants sexuels ou encore des clients réguliers de prostituées et bien sûr uniquement des hommes. Pourquoi se limiter à 150 individus? Tout simplement parce que la loi néerlandaise n'autorise pas le contrôle à grande échelle par la vérification de l'empreinte génétique, pour des raisons de protection de la vie privée. Malgré tout, il y a de l'espoir, parce que 150 échantillons, cela reste conséquent, bien que la police a milité de longues semaines durant pour élargir encore un peu plus la récolte ADN. Les résultats tombent les uns après les autres, et chacun d'entre eux se révèle négatif, mettant un véritable coup au moral des enquêteurs, pour qui il s'agissait de la dernière munition en vue d'une résolution de ce mystère. Une dernière bataille se lance, toujours avec le même objectif, essayer d'obtenir plus d'échantillons ADN. La requête est appuyée avec des affaires qui ont été résolues dans d'autres pays par ce moyen, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. À cela, la police ajoute qu'elle a travaillé sur le profil du tueur et que les tests ne porteraient que sur des profils d'hommes âgés de 20 à 45 ans, résidant dans un rayon de 5 km autour du lieu du crime. Malheureusement, le ministère de l'Intérieur ne changera pas sa position et les derniers espoirs des enquêteurs s'éteignent avec cette réponse. En juillet 2001, 2 ans après le meurtre de Marianne, l'affaire est officiellement transmise au département de la police qui se charge des affaires non résolues. Lorsqu'un crime bascule au sein de ce département, les chances de retrouver l'auteur diminuent drastiquement. 11 ans après le meurtre de Marianne, en 2010, Bauke, son père, continue de se battre pour maintenir l'affaire dans l'actualité. Le mystère autour du meurtre de sa fille avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, alors il continue de se rendre sur les plateaux de télévision pour l'évoquer dès qu'il en a l'occasion. Au cours de l'une de ses émissions criminelles, la 3D a été utilisée pour mettre en lumière le lieu du crime de sa fille, ainsi que tous les éléments disponibles dans cette enquête. L'émission a particulièrement bien fonctionné en termes d'audimat, ce qui a poussé sous la lumière des projecteurs ce crime non résolu. Voilà une nouvelle opportunité de solliciter le contrôle à grande échelle. La technologie dans le domaine médico-légal a explosé, les politiques en matière de traitement des données personnelles ont fortement évolué avec l'avènement d'Internet, et il semble que le gouvernement soit beaucoup plus ouvert plus d'une décennie après le début des investigations. Bien entendu, ce type de sujet est sensible, il n'y a pas de décision prise à la légère, surtout lorsqu'il faut légiférer. C'est pour cette raison que rien ne bouge avant le 6 septembre 2012, quand une loi a finalement vu le jour autorisant l'utilisation de l'ADN dans les affaires criminelles, y compris à grande échelle. Dans l'affaire de Marianne, c'est un retournement de situation des plus inattendus. Pour la première fois en presque 14 ans, l'espoir renaît. Une comparaison ADN sur plusieurs milliers de personnes peut enfin être engagée. Alors évidemment, il faut relativiser. Plus d'une décennie s'étant écoulée, le meurtrier de l'adolescente a peut-être déménagé s'il était un résident, il est peut-être décédé aussi, ou un autre événement aurait pu survenir. Quoi qu'il en soit, la police réactualise le profil des hommes éligibles à leur fournir leur échantillon ADN pour ce test de grande ampleur. Notez que l'ADN permet de remonter au tueur, même s'il ne fait pas le test, mais que l'un des membres de sa famille y participe. Notamment grâce à l'analyse de plusieurs indicateurs, comme les particularités des chromosomes par exemple. La campagne est donc lancée. Ce sont en tout 8000 hommes qui entrent dans les critères pour réaliser le test. Simplement, cette annonce est accueillie timidement par les gens concernés, principalement parce qu'ils n'étaient pas certains que leurs traces génétiques soient directement détruites après le test.
Une réticence qui ne dure qu'un petit instant, les gens pensant que s'il ne participe pas à ces tests, il pourrait être considéré comme suspect. La campagne est finalement un succès. Les laboratoires s'apprêtent à comparer près de 400 échantillons par semaine et désormais, il n'y a plus qu'à attendre. Le dimanche 18 novembre 2012, un peu moins d'un mois après le début des tests et presque 14 ans après le meurtre de Marianne Fastra, une correspondance est établie. À la grande surprise des enquêteurs, elle n'est pas indirecte, c'est-à-dire que le meurtrier a volontairement donné son ADN lors de cette campagne de comparaison. Le profil qui ressort, suite à cette analyse génétique, est celui de Jasper Steringa, un homme âgé de 45 ans, néerlandais, marié avec 2 enfants et vivant dans le village d'Oudwood, où il possède une ferme d'élevage qui se situe à seulement 2,5 km du lieu du crime de Marianne. Et pourquoi a-t-il réalisé le test ADN alors qu'il savait qu'il serait incriminant pour lui ? Eh bien, Jasper Steringa a énormément de membres de sa famille vivant dans les parages. S'il ne l'avait pas fait, les autorités seraient remontées à lui grâce à l'ADN récolté chez l'un des membres de sa famille. Son temps était en réalité compté. Ce même jour, le dimanche 18 novembre, Jasper Steringa est placé en état d'arrestation pour le meurtre de Marianne Fastra. Reste à savoir désormais ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. Seulement, cela prend quelques temps avant que l'homme de 45 ans ne se mette à table, puisque ce n'est que le 6 décembre qu'il confesse enfin être l'auteur du meurtre de l'adolescente, après que toutes les preuves accablantes se soient dressées contre lui. La vérité est détaillée au cours de son procès qui a lieu le jeudi 28 mars 2013. Le soir du vendredi 30 avril 1999, il se trouvait à sa ferme, où il réalisait sa tâche quotidienne de traire les vaches. Il a prévenu sa femme qu'il dormirait au rez-de-chaussée ce soir-là parce qu'il devait être alerte au cas où l'une de ses bêtes devait mettre bas. Après avoir traité les vaches, il s'est rendu chez lui, s'apprête à se reposer mais change d'avis et décide de faire un tour à vélo. A priori, une habitude qu'il a prise depuis plusieurs années. Des propos à nuancer puisque même s'il lui arrive de faire des tours à bicyclette, ceci lui sert également d'excuse pour rendre visite à des prostituées. Mais celui-ci affirme que ce soir-là, ce n'était pas son intention du tout. Évidemment, s'il réfute une telle chose, c'est pour éviter de constituer la préméditation, avec un mobile comme la frustration sexuelle qui l'aurait conduit à chasser une jeune femme ce soir-là. Tandis qu'il est sur son vélo, il remarque la jeune Marianne, seule, qui a fait l'erreur de rentrer chez elle sans être accompagnée. Jasper Steringa s'est dit à ce moment « Tu es à moi ». Il s'est donc dirigé vers elle pour la saisir en couvrant sa bouche afin qu'elle n'alerte personne dans les parages. L'adolescente ne s'est pas laissée faire, mordant de toutes ses forces la main de l'homme qui a donc sorti un couteau pour la faire cesser de se débattre. Marianne, en voyant l'arme, comprend que sa vie ne tient plus qu'à un fil et se laisse donc faire. Elle est conduite au milieu du champ, ce qui explique que les policiers pensaient dans un premier temps qu'elle connaissait son agresseur, puisque les traces au sol ne montraient pas de signe de lutte. Toujours sous la menace du couteau, Jasper Steringa viole l'adolescente. Une fois qu'il a terminé, il regrette son geste en pensant à sa famille et tout ce qu'il pourrait perdre suite à cet acte monstrueux qu'il vient de commettre. Il aurait donc paniqué avant d'attraper le soutien-gorge de Marianne qu'il enroule autour de son cou pour l'étrangler, mais il n'y parvient pas. C'est alors qu'il utilise son couteau pour trancher à 3 reprises la gorge de sa pauvre victime qui ne survit pas à cette horrible agression. Le vendredi 19 avril 2013, 14 ans après les faits, le jury populaire s'apprête à rendre son verdict sur cette ignoble affaire. Jasper Steringa est reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Marianne Fastra. Le juge prononce la sentence. Ce n'est pas la peine la plus lourde aux Pays-Bas à cette époque qui lui est infligée, soit 20 ans de réclusion criminelle. Au lieu de ça, il est condamné à 18 ans d'emprisonnement avec possibilité de libération conditionnelle. Il se peut que dès 2023, il puisse donc obtenir une libération malgré l'acte terrible qu'il a commis il y a 24 ans de cela. Une condamnation qui peut paraître légère pour la gravité du crime commis et surtout la disparition de Marianne, qui avait la joie de vivre, des amis et une famille lui apportant un amour quotidien. Une affaire frustrante en plusieurs points, je dois le reconnaître, mais si vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.